Vincent Thibault, d'après vous, est-ce que la numérisation du monde représente plutôt une menace ou une opportunité? C'est une question de point de vue. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la numérisation, on a deux manières de la voir. Soit la logique qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire qui vient casser des modèles et qui vient dégrader certains modèles, soit la logique de la plateformisation, qui en fait permet de faciliter la mise en relation. Je pense que dans le numérique, faut jamais, pour moi, il ne faut jamais perdre de point de vue que le numérique a deux objectifs. Un, faciliter la création de la relation humaine, et deux, faciliter la continuité et prolonger la relation humaine. Mais il faut qu'on ait en tête que le numérique, à un moment donné, doit se recentrer sur l'humain. Et le vrai sujet du numérique, il est là. C'est pas tellement la technologie, c'est pas tellement toute la partie technologique qui est importante. C'est la capacité à pouvoir concevoir de nouveaux modèles et la capacité à pouvoir aussi adapter des modèles existants. Et pour moi, je dis, mais en fait, le numérique, pour moi, le plus important, c'est la phase initiale qui est la feuille de papier et le crayon. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un diagnostic du modèle existant et je regarde comment ce modèle, je le fais évoluer et le numérique soit rajouté. C'est vrai qu'on a la contraction de deux dimensions, celle du temps et celle de la distance. C'est-à-dire que des choses qui se passent à 3000 km, qui sont loin de moi, loin de mon quotidien, viennent me toucher tout de suite. Ça apporte une richesse, ça permet aussi de revaloriser certains métiers. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt vont chercher de la proximité, du local, et ça, le numérique permet de mettre en avant aussi des producteurs et des artisans, des entreprises locales. Mais là, justement, c'est un sujet très complexe. J'essaie de le traduire sur un niveau plutôt local. Il y a beaucoup de gens qui se sentent décrochés par ces évolutions. Il y a maintenant des actes administratifs qu'il faut obligatoirement effectuer par Internet. Je pense plutôt aux générations un peu plus âgées. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique pour amener tous ces gens-là dans ces changements sans justement en décrocher? Ce qui est important, c'est où on place l'humain. Et on a aujourd'hui, tout est allé très vite, et on a effectivement une partie de la population qui est restée au bord de la route. On estime à peu près à 15% de personnes. Alors quand on me dit que c'est en les mettant derrière un écran qu'on va résoudre les problèmes, moi j'y crois pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut qu'on voit dans une logique du point de vue politique que le numérique soit dans cette logique de plateformisation qui permette de recréer du lien et d'amener des gens vers des interlocuteurs humains. Et c'est notamment ce qu'on veut faire avec les maisons de France Service. C'est d'avoir des points répartis sur l'ensemble du territoire où les gens ont un interlocuteur humain qui peut les accompagner dans ces démarches administratives. Donc une sorte d'accompagnement pour ces franges de la population un peu plus fragilisées par rapport au Tout à fait. numérique. En fait, il faut comprendre que dans toutes les phases de transmutation, notamment en informatique, on le voit très bien, on a trois grandes catégories. C'est-à-dire qu'on a une première catégorie qui sont les, entre guillemets, ce qu'on appelle les progressistes, qui ont compris qu'il y a aujourd'hui effectivement un progrès, qu'il y a un changement, et qui décident de se dire, ben voilà, ce changement, ben je me l'approprie et j'y vais, je me lance. On a la deuxième catégorie qui sont les attentistes. Les attentistes qui vont dire, ok, il y a un progrès, il est là, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour me lancer. Et nous avons la troisième catégorie qui sont les réfractaires. Et là, forcément, on a un rejet. Et ces gens-là, il faut les accompagner. Ça nécessite beaucoup de temps, il faut beaucoup d'humains. D'ailleurs, dans mon métier de l'informatique, le constat était simple. 90% des échecs qu'on avait dans un projet étaient liés à l'humain. C'est rassurant de voir que la politique a vu qu'il fallait accompagner donc ces 15% de la population dans ces changements technologiques. On parle beaucoup d'économie durable. Une question toute bête. Donnez-nous, s'il vous plaît, une définition de ce que c'est que l'économie durable. L'économie durable doit répondre à différents enjeux. Elle doit répondre aux enjeux effectivement écologiques, environnementaux, mais aussi sociétaux. Et toute la partie qui effectivement, quand on parle durable, c'est-à-dire une économie qui ne soit pas une économie qui détruit, mais qui construit l'avenir. C'est ça en fait ce qu'on appelle l'économie durable. Effectivement, c'est quelque chose, un système qui, dans le temps, répond à l'ensemble de ces critères. Nous, sur les énergies renouvelables localement,
Nous avons effectivement la partie géothermie, qui est une partie importante. Nous avons aussi la biomasse, avec la méthanisation. Nous avons aussi le bois, puisque sur le bassin, globalement, à Guénot, nous avons la plus grosse forêt domaniale de France, mais on a aussi les Vosges, on a la forêt noire. Donc dans le bassin rhénan, on a beaucoup de bois qu'il va falloir qu'on peut exploiter, notamment en termes d'énergie. Quand on dit en France, certains disent que la forêt est surindustrialisée. En fait, c'est faux. La forêt est sous-industrialisée. Et il faut que l'homme accompagne la forêt. Il faut qu'on en fasse aussi un lieu de protection pour la biodiversité. Et en même temps, il faut qu'on la voie aussi comme une ressource essentielle. Pour donner juste un chiffre, 11 milliards d'hectares en Allemagne de forêt, 1 million d'emplois sur les territoires. En France, 17 millions d'hectares, 450 000 emplois. D'accord, merci beaucoup. Donc à la prochaine.